Bonsoir, j'espère que vous m'entendez. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui affecte chacun d'entre nous, qui a été mis en place grâce au Misral Ezrat Shluchim. On les en remercie. C'est une excellente initiative et probablement qu'il y en aura d'autres encore qui vont suivre après celle-là. Nous sommes ce soir touchés, honorés d'avoir le Rav Yosef Shagalov qui s'est joint à nous. En tant que shliach du Rabbi, c'est l'un d'entre nous. En tant que père d'adolescent, sur ce sujet, c'est aussi l'un d'entre nous. En tant que psychologue expérimenté, confronté à des problèmes au quotidien ou à ce genre de problèmes au quotidien, il va probablement nous offrir ses conseils et des moyens de gérer cela et pouvoir réussir avec chacun, avec ses enfants. Je vais lui demander la même chose en anglais tout de suite. Tonight we are going to talk about something that affects each and every one of us. We are honored and humbled to have Rabbi Dr. Yosef Shagalov join us tonight. As a Lubavitcher Shliach, he's one of us. As a father of teenager on this subject, he's one of us. And as a psychologist with experience and deals with these issues on a daily basis, he can offer tips and ways of how to deal with this to each and every one of us. Dr. Rabbi Jacobson, I'm welcome to start. Good evening. My name is Dr. Yosef Shagalov. I am a shliach here in Minneapolis, Minnesota. I am also a psychologist. And as a psychologist, I can tell you I work probably 50% of my time with a Fruma community, people all around the world. I talk to people in all different countries, talk to teenagers, I talk to adults, I talk to men, women, and couples. And 50% of my time, I would say I deal with non-Jewish clients here in Minnesota. So I'm dealing with all types of people with all types of issues. Deal with depression, anxiety, personality disorders, and things like that. And as a result, over the years, I've been working more and more with the Fruma community. I am seeing with my clients that the issue of internet addiction or internet use has become a bigger and problem, something which people do not recognize and do not appreciate how much of a problem it has become. And fortunately, as much as it's becoming a problem, I'm also starting to see that people are taking this a little bit more seriously and recognizing that they need to become more involved and they need to start fighting back and engaging in this battle or dealing with this in a proper way and to set up boundaries and to manage this in a more effective way. Ok, je vais essayer de traduire. Le Rabbi Shagalov dit qu'il est aussi psychologue, il est shliach d'abord à Minnesota, il est aussi psychologue dans cette ville. 50% de son temps, aujourd'hui, il le gère avec les enfants de notre communauté et 50% avec les citoyens de la ville qui ont différentes difficultés, anxiété, troubles, désordres psychologiques. Et un des grands sujets, c'est Internet. Et il constate aussi que ces dernières années, même si Internet prend de plus en plus d'ampleur dans la vie de chacun d'entre nous et ça cause un souci, il y a aussi une prise de conscience de la part du public qui est aussi beaucoup plus importante que ce qu'il y avait auparavant. Let me know when I can continue. You can. I want to start with dispelling some of the myths, some of the stories which we think about this issue which are untrue. Number one, this is not first of all, the first myth is that this has to do with teenagers. This is not a problem just for teenagers. When we talk about this problem, we have to recognize this is a problem for all of us. First of all, it's not only teenagers who are suffering with internet addiction or into bad internet habits, it's us as adults too. Not only that, if we speak to our children that this is an issue which they need to fix, and we're not the ones who are fixing our problem, we will not be able to solve the problem. Number two, we think of this as a problem maybe because we are from a community, and these things are
forbidden to us and inappropriate for us. And so that's why it's our problem. The truth is, this is a problem for everybody. As I was saying to you earlier, I work with I work with religious clients, Fruma clients. I work with non-religious clients. I work with people who don't believe in God. I work with people who are ministers and in other religions. Everybody is struggling with this problem. That's an important thing for us to understand. Number three, we need to understand that when we look at years ago, the divorce rate was maybe 1-2%. Now the divorce rate has become 15-20%. When I gave the first talk, I said 15%. Unfortunately, the divorce rate is getting even higher. This is an issue which we are all struggling with and we're all suffering. Our children are suffering with it. When I work with couples therapy, often internet addiction or internet use underlies a big part of the problem people are dealing with on a regular basis. I also used to think that this issue was mostly by boys and wasn't by girls, but I'm now finding out that this problem is just as ubiquitous, just as an issue amongst men, women, young men, teenage boys, teenage girls. It's all over the place. So these are some of the myths which we have to get through and understand, which are not true. Another one of the myths is that there's nothing I can do about it. There is things you can do about it. We can't necessarily solve the entire problem, but there's definitely things we can do. Another myth which I see happening all the time is people saying it won't happen to me. We don't have the internet in our house. We don't have a smartphone, or we do have a smartphone, but my children are okay. They won't have a problem with it. Let me tell you that here in the United States, a certain mashpia who I spoke to and my own informal research shows me that about 70% or to 90% of the Bahrim have said that they have been exposed to inappropriate material on the internet. And about 50-60 of those will say that they feel it's a problem for them. So this is something which is happening to all of us. We cannot escape this problem. Ok, il va souligner quelques points importants. En tout cas, il développe ça en 5 points. Premièrement, il dit on a tendance à penser que c'est le problème des adolescents, voire des enfants. C'est surtout et probablement aussi notre problème à nous adultes. Il n'y a pas que les enfants qui savent pas gérer ça. Nous aussi, adultes, on a ces difficultés-là à gérer. Ça ne concerne pas uniquement le monde FOM, mais c'est tous les environnements qui sont touchés. Comme il a dit tout à l'heure, 50% du monde FOM, c'est son temps, il consacre son temps à ça, mais il y a aussi 50% d'un monde pas FOM, voire pas juif tout court. On est tous confrontés à ces difficultés-là. La deuxième chose, il dit, ça n'existe pas, on peut rien faire. Il y a des solutions. Il y a des moyens de pouvoir régler ce problème-là. On peut pas baisser les bras, on peut pas démissionner de cette mission qui est extrêmement importante. Troisièmement, il dit, on a tendance à penser que c'est aussi les enfants qui sont touchés. Il dit les enfants sont touchés, les garçons sont touchés, les filles sont touchées, les adultes sont touchés, parfois les couples, il y a même des couples qui divorcent. À cause de ça, le pourcentage de divorce, il peut monter à 15% par cette cause-là. Après, il y a les autres qui dépendent d'autres causes. Et il dit pour la plupart des gens, ils pensent aussi que c'est uniquement dans un monde où Internet peut être à la maison. Alors il dit 70% des Bachorim qui sont dans la yeshivot ont déjà été confrontés à ça. 50% des adultes du monde FOM sont confrontés aussi à ça. Et donc démissionner, c'est pas la solution. Et on a des moyens pour les régler et il va les aborder. Yes. So let's start at the beginning. Why is the internet and why are the smartphones so powerful and why are they doing this to our children? I have identified two issues which I think create the power of the internet and the influence and the stranglehold it has on our children and on us. The first one is relationships and connection, and the second one is need for mastery, a need for competence. Let me start with relationships and connection. As human beings, we all need connection.
Not only as human beings, even animals, every living thing needs to feel connected to something, needs to feel connected to somebody. Children need to feel connected. And in today's life, very interestingly, as much as we have technology which makes it so easy to communicate with one another, the more we are able to communicate, the reality is the less we are able to truly connect. Our children are being raised in environments where they have teachers, they have parents, they have multiple children in their families, but they do not have necessarily proper connection. We are all so busy. We're also caught up in our daily lives. We are not connecting with our children. Our children, little children, don't even realize that they're missing this connection. But what happens is they have this strong need to want to connect, to be connected with others, and they're looking for friends. And then along comes a smartphone. Along comes a smartphone which they put into their pocket, and it becomes their best friend. Think about what a friend is. A friend is somebody who is there for you whenever you need them, gives you what you want, validates you, supports you, tells you nice things. Today, we have technology which does all those things. Our children, when they are exposed to technology, technology gives them an immediate response. It gives them what we call immediate gratification. How could you not have a better friend than that? They press a button, the computer responds immediately. They play a game, the computer says, wow, you did a great job. These are the things which often our children are not hearing enough at home. They're not seeing it enough in the world around them. And so when there's a computer, when there's a phone, which can give them what they want, they become addicted to it. They automatically become trapped into it. This addictive quality of the computer and of the smartphone is so powerful that the engineers themselves who developed it recognize the dangers of the software which they have created. And there's a fellow by the name of Justin Rosenstein. Justin Rosenstein was an engineer for Facebook, and he developed some of the technology for Facebook, making it as powerful and as user-friendly as it is today. When he realized what he did, he retired from Facebook, and he will not let his children have access to a smartphone when they were younger, because he realized the addictive qualities of it. Even Google engineers themselves are talking about the power of a smartphone. When I say people are addicted to a smartphone, when they're addicted to technology, we think of it as being a problem with us. And that is a myth. It isn't a problem with us. We are battling something which is too powerful for us and literally takes away from us the ability to make a choice and to control our own behaviors. The myth is that we can say to our children and that we can say to ourselves, don't use your smartphone. Don't go to inappropriate sites. It's not appropriate to waste your time on the computer. We need to stop. The truth of the matter is, this is not a choice which we are able to make on our own, because the smartphone will be much more powerful in our ability to choose. The Rambam says something very interesting about this. The Rambam says that somebody who's a chole nefesh means he is sick, he's ill. What happened to his bechira? What happened to his choice? He doesn't have a choice not to be ill. That's not his choice. His choice is to go to a doctor to help him. Similarly with this issue, if we think that we're going to be able to say to our children, just do the right thing, don't go online, don't go to inappropriate places, don't sit on chat rooms, or don't sit on Instagram for too much time, and we expect our children to have self-control, this is not something we can ask them. But what we can do is we can put in place filters, and we can also teach them about the internet. We can create boundaries around it, which makes it easier for them to overcome this tremendous challenge which we have nowadays. Ok, il dit l'intérêt qu'il y a quand on va sur Internet, ou plutôt l'intérêt d'avoir un ami
c'est la connexion. La connexion, c'est important. On va traduire ça en français plutôt la relation. On a besoin de relation, on a besoin de communication, on a besoin d'échange. C'est pour ça qu'on cherche à avoir des amis. L'ami ne réagit pas toujours au quart de tour. La nécessité que on ressent, qu'on peut ressentir lorsqu'on parle de technologie, c'est qu'on a l'impression d'être connecté. Mais en fait, on n'est pas vraiment connecté. C'est juste une impression que nous le sommes. Quand un enfant il a un smartphone, ou lorsqu'on est devant un site internet, on devient indépendant parce qu'en permanence il réagit. Il suffit de prendre par exemple, on fait un jeu ou un sondage. Il se terminera quasi automatiquement avec à la fin, t'as gagné avec des applaudissements. Donc il répond immédiatement à l'envie ou au désir qu'on a. Il donne de la satisfaction à l'enfant euh, parce que c'est le seul qui va lui répondre. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que l'enfant va chercher quelque chose qu'il va pouvoir avoir à travers l'outil Internet, à travers la nouvelle technologie, très souvent parce qu'à la maison, il n'a pas ça. L'encouragement qu'il va avoir avec la technologie, la réponse qu'on va lui donner, très souvent à la maison parce qu'on est occupé, parce qu'on travaille, parce qu'on donne des shiurim, ou parce on est pris par différentes choses, ou on ne sait peut-être parfois même pas communiquer, et ben on se retrouve dans une situation où ce que nous on n'a pas donné à l'enfant, et ben l'enfant il va le récupérer ailleurs. Et qu'est-ce qu'il y a de plus facile pour lui que d'aller devant un téléphone portable, de se connecter à Google ou sur Facebook ou sur tous les réseaux sociaux ou autre chose, et de trouver du plaisir et avoir quelqu'un ou quelque chose qui lui donne du répondant immédiatement. En fait, il dit c'est pas uniquement une difficulté que nous on constate à la maison. Les créateurs de l'outil en sont conscients aussi. Il a cité le nom d'un Justin Rosenstein qui faisait partie des créateurs de Facebook. Il dit il a démissionné et lui-même a interdit à ses enfants d'utiliser ces outils-là. En fait, ceux qui sont derrière ça, c'est des gens qui sont extrêmement intelligents et qui ont mis toute l'intelligence au service pour nous rendre indépendants. Comment faire en sorte que nous soyons des bons clients à un bon produit que eux vont créer. Le produit en soi, il n'est pas bon, mais il te donne l'impression qu'il est bon et il te donne un plaisir qui est quasi immédiat. Euh, on peut pas non plus expliquer et dire il faut que ça s'arrête. Dire à un enfant stop, ça marchera pas. Et même si on nous dit et on se dit à nous-mêmes il faut que j'arrête, on n'y arrivera pas. Parce qu'en fait, ça dépend pas de nous. Ça dépend de l'outil. C'est l'outil qui a pris le dessus sur nous. On est devenu un petit peu ses esclaves, on est plutôt assujetti à l'outil, et c'est plus l'outil qui est à notre service. Mais le premier moyen qu'il dit, c'est déjà de créer des barrières. Je vais donner peut-être l'exemple, et là c'est pas lui qui a dit, mais de la même manière qu'à Matan Torah, Kadash Baruch Hu, il dit que tout celui qui va toucher à la montagne, il va mourir, et donc personne ne s'approchait de la montagne, il y a une barrière virtuelle qui s'est créée, et personne n'a voulu s'approcher. On doit pouvoir créer une structure autour de cet outil-là, qui va faire en sorte que parfois, voire souvent, quand on va ressentir le besoin d'y aller, on ne va pas y aller. Il a ramené un Rambam qui dit qu'un Chol Nefesh, c'est quelqu'un qui est malade. Euh, il est où son libre arbitre? C'est en lui. Il dit non, son libre arbitre, c'est d'aller chez le médecin. On doit pouvoir avoir des gens compétents pour nous aider à essayer de régler ce problème-là. Il y a des moyens qu'il va aborder maintenant. Ken, I finished. Thank you. So, for a lot of us, we know the problem with the smartphone and the problem with technology today is not only about inappropriate images, but I do want to take some time to talk about inappropriate images and the inappropriate material on the computer because of the power and the impact it's having. So we know I used to think that girls went on the internet mostly to do social media, and boys would go on the internet, and unfortunately, they would find themselves following their natural desires, and they would end up seeing things which are inappropriate. It is important to understand that there's a saying, once you give a child a smartphone, you can't take it back from him. It's very hard to take it back. But what is more important is, once a child is exposed to inappropriate material on an internet,
You cannot take it back from that child. What a child sees will affect him for the rest of their life. I work with people who have an internet addiction, some people who have a sex or a pornography addiction. I'm going to be very realistic over here. I cannot turn back the clock. You cannot cure somebody who has that issue. They can learn to manage it. They can learn to deal with it. But the impact which those images have on them lasts them for their entire lives. It becomes weaker over time if they're taking control of it. And if not, it gets worse and worse with time. This is an addiction. When we expose our children to it, one time, it is such a powerful thing for young children that when they get exposed to it one time, it is a trauma for them. And the trauma is so powerful that on one hand, it pulls them back to look again. And on the other hand, they feel terrible inside because they're seeing something which they know is so wrong. But this trauma grows inside them, becomes a secret, hard for them to share with anybody. They don't want to talk about it with their family. They don't want to talk about it with their friends, but it stays within them and it creates a tremendous amount of stress. And what do they do when they're stressed out? When they're stressed out, they need a relief from this stress. And guess what that relief is? That relief is to go back to the internet, go back to the smartphones, to escape and to run away. And that is the cycle of addiction. The cycle of addiction is they are exposed. After they are exposed, they are excited. They're also traumatized. They feel guilty. They may act out. And with so much pressure building up, they need to escape that difficult, uncomfortable feeling, and they go back. And then what happens? Over time, they continue to do this. You have boys walking around, black hats and white shirts. You have girls walking around dressed sneistic, but inside, their internet use and being on the computer is sapping away at the soul. They're losing their motivation. They're losing their excitement. They're losing their interest. Not only that, but a child who's exposed to the internet, not even if it's inappropriate, even if it's appropriate things, becomes so used to the smartphone, the computer, being a source of entertainment, and it's so fast and so exciting and so stimulating that they slowly lose interest in anything else. What I find working with adults who have been caught up in their smartphones for year after year, and they realize what a problem it is and how devastating it has been, by the time they realize that, I ask them, what else do you do which gives you pleasure? What else do you do which gives you hana? What do you want to do? And they have nothing because they have not taken the time to build relationships. Why should a person work hard to build a relationship if they've got a relationship with their phone? Why should they have to negotiate with somebody how to make friends? Why should a child who is not comfortable in school have to worry about making friends with other people, learning how to ride a bike, learning how to use an instrument to make himself not bored when he's got a smartphone? So what happens is he uses his smartphone, it satisfies him. Before long, he's not interested in learning. He's not interested in riding a bike. She's not interested in playing a musical instrument because they've got everything they need. And what happens is later on in life, when they need to make a relationship, they don't even have the most basic skills in having a relationship with another adult because they have not had to do it. Either their relationships are online, and a relationship online is very artificial, even though we use Zoom and we do Facebook, we have WhatsApp and we have conversations, but these conversations begin and end when we want to. We manage these relationships. And because we manage these relationships, we don't have a relationship in real time. I want to give you two examples, which I heard recently, and actually in the past, which emphasize this. A young couple, a Lubavitcher Chassan and Kala, they got married. And after the chuppah, they went into the Cheder Yichud. And in the Cheder Yichud, as they sat there, the Kala pulled out a phone and said to her husband,
let me take a picture of both of us so that I can post it on my WhatsApp so people can see. Her husband was devastated. The Cheder Yichud, the symbol of personal intimacy. The two of them were making a relate. This was symbolizing how the two of them were creating a binyan adiyad. This was a time for them alone. And here she wanted to take a picture to share it with her friends. A digital life was more real to her than the life she was making with this man. He was terribly devastated. And what was so astounding was she didn't even understand what was wrong with what she had done. This is an example how the digital life has taken over so much that people have lost a sense of what is real, what they need to work on, and what is superficial. One more thing I want to say, in a similar example. A bocher and a girl are going on a date, and in the middle of the date, the boy is bored. He's taking out his smartphone. He likes the girl, he was interested in the date, but he's taking out his smartphone and he's answering texts and he's reading through WhatsApps and he's reading through information with no regard for what's going on. Here he is building a relationship. He does not know how to sit for 2-3 hours without taking out his phone to check what's going on. What is his status? What is the status of other people? How many voicemails? How many text messages does he have? This is what we're seeing going on. The effects of our children being exposed to these kind of in this kind of media, this kind of technology, without having healthy boundaries and without learning how to deal with it. Ok. Il dit pour la plupart d'entre nous, le problème d'Internet, on pense que c'est les images. Alors il a parlé effectivement d'images, en disant que lorsque on pense que notre enfant il va voir une mauvaise image, alors il faut lui retirer le smartphone pour ça, à cause de ça, ou l'accès à Internet à cause de ça. Il dit le problème c'est qu'on a peut-être retiré l'appareil, mais on n'a pas retiré l'image. On a retiré l'outil qui peut dévaster l'enfant, mais on n'a pas retiré l'image qu'il a en tête. Et malheureusement, quand il n'y a pas d'image, on va chercher l'image. Parce que l'imaginaire, il a envie de se développer et il a besoin de satisfaction, il a besoin de se nourrir. Et donc de toute façon, même quand vous allez lui enlever, il va trouver le moyen d'aller chercher ailleurs. C'est ça qu'on appelle l'addiction. C'est quoi le problème? C'est que l'enfant qui va voir quelque chose de pas correct sur Internet pour la première fois de sa vie, d'abord il n'a pas à qui parler. Probablement, comme il a dit tout à l'heure, il y a un problème de relation à la maison. Il va pas parler de ça avec son père, avec son professeur, avec sa mère ou avec ses amis. Donc finalement, il se retrouve bloqué dans un univers qu'il ne maîtrise pas. Et donc il est plein de regrets. Donc ça lui crée en lui du stress. Comment il va combler le stress? Comment il va essayer d'endormir ce stress-là ou de le noyer? Eh ben, il n'a pas beaucoup de moyens, si ce n'est que de retourner vers ça. Et il va une deuxième fois, et une troisième fois, et petit à petit, il en devient affecté, et ça devient un cercle vicieux, où en fait la solution à cet enfant-là pour gommer l'image d'hier, c'est de prendre une nouvelle image qui va coller à celle-là, et qui est pas meilleure, qui est pire que celle d'hier. Et petit à petit, il s'enfonce dans un environnement sur lequel il va petit à petit s'isoler du monde qui l'entoure. Il va arrêter de parler avec les gens, ou il va peu parler avec eux. Il va petit à petit se retrouver dans une situation où il est même plus en mesure de réfléchir, mais la première chose qu'il va penser, c'est qu'est-ce qu'il va aller chercher sur son téléphone portable, de regarder son statut sur Internet, de voir qu'est-ce que les gens peuvent dire, qu'est-ce que les gens peuvent faire, et petit à petit, il va rester dans ce système-là. Il va y avoir pour lui une manque de maîtrise de son temps. Normalement, il devrait avoir du temps. Il est supposé consacrer son temps à travailler, à étudier, à faire du vélo, à rencontrer des amis, mais il n'a plus la tête à ça. En fait, il devient le temps c'est plus lui qui le gère, mais c'est son appareil. Il perd de la motivation, il perd sa joie de vivre, il perd l'intérêt. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Parce qu'en fait, le téléphone portable devient sa seule source de satisfaction, sa seule source de bonheur, le seul endroit où il peut aller se diriger pour essayer de puiser un petit peu de connaissance ou de savoir, même si c'est plus du savoir, c'est que virtuel. Et finalement, c'est une relation qu'il va créer, pas avec des hommes, pas avec une famille, pas avec une structure, mais il est tout seul avec son téléphone portable. Et il donne 2 exemples.
Assez frappant, il faut le dire. Le premier exemple, il dit à un khatan, une kala qui sont mariés juste après le mariage, juste après la choupa, ils sont entrés en Cheder Echoud. Alors, Cheder Echoud, il y a déjà deux personnes qui sont devant la porte, les Edim, pour s'assurer qu'il n'y a personne à l'intérieur de la pièce. On ferme la porte et on sort à l'extérieur. On s'assure que personne ne rentre. Il dit, et à ce moment-là, la kala, elle sort son téléphone portable et elle dit, attends, on fait une photo que je puisse envoyer à mes copines, qu'on puisse voir, qu'on puisse nous voir tous les deux. Et le problème, c'est qu'elle n'est même pas consciente du problème. Elle n'est même pas consciente que dans un moment d'intimité, un moment de Kedusha, des gens qui ont grandi avec Torah Mitzvot, des gens qui ont grandi avec tout ce qu'il faut comme valeur, elle s'est même pas rendue compte à ce moment-là que c'était pas du tout approprié. Et pire que ça, les termes qu'il a employés, elle a transformé, elle a échangé une relation réelle pour une relation virtuelle, et pour elle c'était le plus important, sans même en prendre conscience. Le deuxième exemple, c'est l'exemple d'un garçon et d'une fille qui sont sortis un chidour, et ça se passait plutôt bien. Et puis à un moment donné, apparemment, il s'est ennuyé, il a pris son téléphone portable, et il a commencé à regarder, et en même temps, il continue à converser. En fait, il est là, mais il n'est pas là. Il est présent avec quelqu'un sur lequel il envisage de construire un projet familial, de construire une famille juive, une famille chassidique, et en même temps, il est sur son téléphone portable, et il n'a pas la tête, il n'a pas les moyens de se concentrer 2, 3, 4 heures de temps avec quelqu'un pour construire son foyer. Can continue. I mentioned earlier that people who are addicted to the smartphone, or people who use smartphone, become married to the phone. There's a physiological basis for this. There's a hormone in the human body called oxytocin. Oxytocin is called the cuddle drug, which means when it's released in the body from the brain, it causes people to be affectionate to one another. When a husband and wife are together and they are aroused, they release this hormone in their body called oxytocin. It flows through the body and it brings them closer together. When a mother nurses a child, she releases oxytocin into the blood and into her milk. That milk is passed to the child, and that creates a bond between the two of them. This is a physiological bond. We know it as love, but it's actually a chemical bond which happens through the drug, through this hormone called oxytocin. We know that when a person's creating relationships with their phone, when they're becoming excited, when they're becoming aroused with their phone, even when they're engaging in relationships, they are releasing oxytocin, especially when a person is watching inappropriate material, he's becoming aroused, he's releasing oxytocin. What we also know, what this researcher found out was that when you give oxytocin to mice, you see that they start cuddling together. And I'm not talking about sexual stuff. I'm talking about just cuddling and being friendly with one another. It lasts for about 2, 3 hours, 4 hours. And in mice, it dissipates after a while. In human beings, it is the basis for what creates a relationship between two people and between a mother and a child. What happens is when a person becomes bonded to their phone, they end up, the research shows that they release oxytocin in their body. And when they release oxytocin, they become attached to the phone. And when they become attached to the phone, they have actually become married to their phone. Later on, when it comes time for them to actually get married, they may get married formally, but they can't have a proper relationship. And the reason why they can't form a proper relationship with another person, an intimate relationship, is because they are already married. Physiologically, they have already attached to something which is even more important and which is more pleasurable, and that is their phone, that oxytocin bond. It is interesting that that same researcher found out that oxytocin has another behavior associated with it, and that is when he would give two mice in a cage oxytocin, like I said, they would attach together. Now, he was the one who raised those mice from when they were little babies, from when they were born. And they knew him and he knew them. And when they would cuddle together, if he put his hand in and he tried to take out one of the mice, both of those mice, both male, female, two males, whatever it was, they would become aggressive and bite him and attack him because they wanted nothing to get into the way of their bond. If you've ever looked at a child, or if you've ever looked at a teenager
when you try and take away one of these instruments from them, you will see that you're up against this oxytocin bond. Now you will understand why physiologically they will turn on you sometimes like a wild animal. And you'll say to yourself, what has got into my child? Just taking away his smartphone, and he's acting like crazy. She's acting crazy because you're fighting against a physiological bond they have created with their phone. Go ahead. D'abord, il a expliqué comme quoi que la relation qu'on a avec notre téléphone portable, ou que l'enfant a avec son téléphone portable, ça équivaut à un mariage. Alors il dit dans le corps de chacun d'entre nous, il y a ce qu'on appelle une hormone qui s'appelle l'oxytocine, si je ne me trompe pas. Et l'oxytocine, en fait, c'est une hormone que le corps développe, et on peut appeler ça un lien affectif. Ça existe dans les couples. Lorsque quelqu'un rencontre une femme qui se marie avec, c'est ce qu'on appelle l'oxytocine qui est là. Lorsqu'une femme elle accouche, dans le lait, il y a ce qu'on appelle l'oxytocine qui va permettre à l'enfant de se lier avec sa mère. Et en fait, à chaque fois qu'il y a du plaisir, cette hormone-là, elle se développe, elle se révèle et elle prend le dessus. Ce qui veut dire que lorsqu'un enfant ou une personne, elle a son téléphone portable, à partir du moment où elle en tire du plaisir de cette chose-là, eh ben, elle devient mariée avec elle, et tu peux faire ce que tu as envie, tu peux tout tenter, essayer de lui enlever, c'est comme essayer de lui arracher une partie de lui-même. C'est comme la séparation qu'il y aura entre un enfant et un parent. Quand vous allez vous retrouver, quand on se retrouve face à un enfant à qui on a envie de prendre les téléphones portables, on voit avoir des fois des réactions qui sont très agressives, et on ne reconnaît pas l'enfant. Ou on se reconnaît pas. Et on va penser en fait que c'est l'enfant qui réagit comme ça. Et il dit en fait c'est pas l'enfant. Il y a derrière lui, il faut pas juste regarder l'image de la personne, il faut regarder l'image physiologique qui est derrière elle. Et physiologiquement, il y a quelqu'un d'autre qui parle, ou quelque chose d'autre qui parle, qui s'appelle l'hormone, l'ocytocine, et elle est en train de parler, et c'est elle qui prend le dessus. Et pour expliquer ça, il a pris une expérimentation qui a été faite avec des souris de quelqu'un qui a élevé des souris, et à qui on a donné de l'oxytocine, en plus grande dose apparemment, et au bout de quelques temps, lui qui avait un rapport avec ses hamsters ou ses souris qui était assez affectif, parce qu'il était avec eux depuis qu'ils étaient tout petits, donc il le connaissait, au moment où il met sa main pour essayer de les séparer, il s'est rendu compte qu'il y a eu une grande, enfin c'est dans l'étude, hein, il s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup d'agressivité, on a essayé de le mordre et de le griffer, etc. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que c'est l'enfant qui est comme ça, mais c'est ce qui se dégage de lui qui fait qu'il réagit de cette manière-là. On est souvent confronté à des enfants qu'on travaille dans le milieu scolaire ou lorsqu'on est avec nos enfants à la maison, et on va vouloir leur interdire quelque chose. À partir du moment où cette chose-là leur procure du plaisir, eh ben, c'est vous qui vous mettez entre la chose, le plaisir, ce que lui considère comme du plaisir, et lui-même. Et par conséquent, la réaction, elle devient agressive et on ne reconnaît plus l'enfant. Yeah, sure. You can continue. Thank you. Doing a great job. I don't know what you're saying, but I'm sure you're doing it well. I hope after the conference, people will tell me everything was wrong. What's that? I hope everybody understands what I'm saying. Yes. I want to say something else which I think is important, which is that how important it is. Our children do not want to give up their smartphones. When I was talking to somebody the other day, a teacher, and the teacher asked his class if the students would be willing to give up their smartphones, and they all said no. At the same time, he said to them, I want to ask you a question. Would you give your children a smartphone when he's your age? And most of the children said, absolutely not. We would not give our children smartphones because they understood what the smartphone is doing to them. Teenagers, kids, it's different, but teenagers who understand the danger of the smartphone and know what it's doing to them don't want to give it up, but they want us to take it away from them. They may not want us to do it right now,
but as Mashpim have told me over and over again, teachers have told me over and over again, my clients have told me over and over again, that once the controls were put on their phones, or if they had their phones taken away or restricted, depending on what it was, how thankful they were that they don't have this burden, they don't have this addiction, they don't have this collar around the neck, which is controlling them, and they're starting to breathe and starting to develop and starting to find themselves all over again. I want to turn now, and I want to talk about Maisa B'Poel, as the Rebbe would always say, the B'chein. How do we deal with this issue? It is not my place to tell people what is appropriate, what's not appropriate, whether the children should have a cell phone or not have a cell phone. But I hope to start talking about some practical things we can do to help our children through this. Go ahead. Ok. Il y a un professeur qui a fait une expérience, en fait, je pense qu'on l'a tous fait, de demander à nos élèves de nous donner leur téléphone portable. La réponse est clairement négative. Personne, aucun élève n'a envie de donner son téléphone portable. On pose la même question aux élèves en leur demandant, demain vous allez avoir des enfants, allez-vous leur donner un téléphone portable? La réponse elle est non. Pourquoi? Justement à cause de l'addiction. Mais une chose est sûre, c'est que si on est capable, on arrive à leur mettre des filtres. Il dit d'abord, je ne vais pas ici dire qui doit avoir un téléphone à la maison, pas de téléphone portable, c'est pas ma place pour répondre à cette question-là. Ça, c'est chaque famille qui va gérer les choses comme elles l'entendent, ou avec leur mashpim. Mais une chose est sûre, c'est que dès qu'on va mettre un filtre sur un téléphone, l'enfant ou la personne qui va avoir ce filtre-là va nous remercier. Parce que d'un coup, il va retrouver... en fait, il ne faut pas se mettre, nous, en face à face avec le plaisir en question qu'il peut obtenir. Au lieu de nous mettre, nous, entre nous et le téléphone, entre l'enfant et le téléphone, il vaut mieux mettre un filtre sur le téléphone et l'enfant va apprécier. Il va même nous remercier parce que petit à petit, il va commencer à revivre, il va recommencer à avoir une bouffée d'oxygène et retrouver son temps et avoir de nouveau la possibilité de retrouver des occupations parce qu'on va gommer tout un volet qu'il y a sur les smartphones auquel il ne va plus avoir accès. Et c'est pas fait par vous, c'est fait par le filtre. Okay, so let's say some basic things first. Tonight, I will not be able to help those kids who are already deeply addicted and who know how to break through every single filter on their phone. There's not much we can do for them right now, and your intervention is not going to make much difference. Our conversation tonight is for those kids who, to be proactive, working with those children and working with our children who have not fallen into it and to protect them so that they don't fall into it. And if they have already, they're going to need additional help. They're going to need to be able to talk to somebody. This is not something which we can solve today on our phone call. So first of all, obviously, we need to put in filters. Now, filters is not a Jewish thing. There are Jewish filter companies, but there are also regular filter companies. I'm with a service called T-Mobile in America. T-Mobile, as long as I remember, at least a year and a half ago, when I was dealing with teenagers, they allow you to put a parental filter on a phone, which helps the children not go to inappropriate material. Now, is it possible for them to find ways around it? It's possible. But for those children who are trying to say that they shouldn't even encounter it, this is going to be a help for them. That's number one. We need to install filters. There's a filter called NetSpark. There's a filter called Gentek. These things work. But filters will not solve the problem alone. We cannot solve this problem simply by sur meira, which means putting on a filter and controls and things like that. We also have to do the other side, which is a seitiv. First of all, if this conversation with our children is about you need to have a filter, it will not work. When I have a conversation with my child, I don't say to him, I don't trust you with your smartphone. I say to him, I don't trust me with the smartphone. This is not a joke. He knows it. He knows that I struggle with a smartphone just like he does. He knows that I will not use a smartphone and I will not have a computer in my house if it doesn't have a filter, because I'm a human being.
There was a Yetzer Hara before smartphones came around. There was a Yetzer Hara after smartphones will be around. That'll always be there. The difference is that once upon a time, you had to go out of your environment to reach these things. Nowadays, a child is exposed, a yeshiva bacher or a girl sitting in a yeshiva in 5 minutes can be exposed to worse material than the worst goy in the city of Lubavitch would see in the entire lifetime. I'm going to say that again. A bacher in yeshiva will be exposed in 5 minutes to more and worse material than the worst goy in Lubavitch in the times of the Mitzvah Rebbe would have seen his entire lifetime. Actually, our children need to be applauded. They need to be applauded for the fact that they're still wearing the yarmulke and tzitzis, that the girls are still interested, they're still going to school, considering what they're exposed to. So the conversation we need to have with them is not about them, it's about us. We need to be role models. We also need to create times as a family when they see us sitting together, eating together. Remember, connection is, the need for connection is the reason for going to is the reason which fuels the addiction. The opposite of that is loneliness. We need to start connecting to our children, with our children. Once upon a time, that may not have been that important. If you didn't connect, he was lonely. If he was lonely, he have to find something to do. Nowadays, if our child has nothing to do, if he's lonely, there's too much temptation out there. And that's why we need to be so careful. Show them by example. Supper time, let it be family time. If the father can't sit there because he's too busy, let mom make supper time. Everybody sits down by the table together to eat. You put away your smartphone, set it aside. At night, if they have smartphones, put aside your phone. Let the kids know that there's a time when you don't use your phone. Let your kids see that when you go to shul, you don't take your smartphone with you. Let them see that you are respectful and understand and recognize that this is something which has to have boundaries around it. When they see you doing it and it becomes a conversation which you're having with them, you'll be able to do this. We will not be able to win this battle simply by putting on another piece of software. But if it comes together with a relationship, together with a conversation with our children, improving our relationship with our children, then we will start to see results. Go ahead. Tout d'abord, il dit, je ne vais pas aider ici les enfants qui ont déjà été touchés par ce syndrome. On n'est pas en mesure de résoudre ces problèmes-là en conférence d'une heure de temps. La seule réponse que j'ai à dire, c'est d'aller voir des spécialistes. Ce que ces enfants-là sont, auxquels ils sont confrontés aujourd'hui, ce qui se passe dans leur esprit, on ne pourra pas le régler maintenant, mais il n'y a pas le choix que de prendre les devants et d'aller voir des gens spécialisés qui peuvent gérer ces choses-là. Ensuite, il y a 2 temps, il y a Sourmera va Setov. Sourmera, c'est comment enlever le mal, et c'est-à-dire, l'exemple, c'est de mettre des filtres. Il dit le problème du filtre, ou en tout cas la solution qu'est le filtre, n'est pas une solution juive. Tout le monde l'a compris. Tous comment on appelle ça, les opérateurs téléphoniques en ont. Si vous allez sur n'importe quelle compagnie aux États-Unis, mais on pourrait parler en France aussi, il y a des logiciels qui permettent de bloquer, il y a des logiciels qui permettent de couper la connexion à Internet à la maison. Entre telle heure et telle heure, on peut les gérer. On peut aussi tout couper s'il faut, mais en tout cas, chacun il a les moyens de pouvoir mettre des filtres, et c'est pas ce qui manque comme moyen. Il y a des filtres juifs et des filtres pas seulement juifs. Ça fait très longtemps déjà que c'est sur le marché. Il faut s'en intéresser et aller chercher les moyens de protéger nos enfants. Après, il a répété une phrase à plusieurs reprises. Ils disent que le problème de faire du mal, le Yetzer Hara, il a toujours été là et il sera là. Il était avant les smartphones, il sera là après les smartphones. C'est pas un problème de Yetzer Hara. Le Yetzer Hara a toujours été là, le Yetzer Hara sera toujours là. C'est comment on le gère et comment on va pouvoir mettre des distances avec lui. Le problème est que avant, quand quelqu'un il était froum, il vivait dans une communauté, ou même en dehors, il fallait sortir de son environnement pour être en contact avec quelque chose de négatif. Parce que généralement, les environnements étaient protégés. À partir du moment où les gens devaient faire la démarche d'aller ailleurs pour aller faire quelque chose de pas bien,
Alors on y réfléchissait à deux fois, et donc finalement pas tout le monde était touché, et ceux qui étaient touchés c'était assez minime. Mais aujourd'hui, quand un enfant il a son téléphone dans la poche, ce qu'il est capable de voir en 5 minutes sur son téléphone, il dit quelqu'un qui était goy et qui habitait à Lubavitch toute sa vie, il l'aurait pas vu. En 5 minutes, un enfant peut avoir toute sa vie dévastée avec quelques images qu'il va voir sur son téléphone portable. Et il dit, je répète une deuxième fois, à Lubavitch, toute la vie d'un goy ne lui permettait pas de voir ce qu'un enfant à Tomchet Mimim, dans son environnement, chez lui à la maison, à la yeshiva ou dans sa chambre, il peut malheureusement voir. Donc, quoi faire? Il dit, étant donné que la plus belle relation, en tout cas ce que l'enfant ressent comme étant sa relation privilégiée, c'est son téléphone, on n'a pas le choix que de lui créer une nouvelle relation, que de changer l'environnement dans lequel on est, dans lequel on vit, et de créer des moments avec l'enfant. Déjà de lui expliquer, et de bien prendre conscience, des fois c'est même sans parler, de lui montrer que nous-mêmes on est confrontés à ça. C'est pas son Yetzirah, c'est le Yetzirah de la génération. Moi aussi en tant que parent je suis confronté à la même chose. Et donc moi aussi je sais mettre des barrières, moi aussi j'ai des filtres. Et donc je rentre à la maison et je pose mon portable. Si je mange avec les enfants, ce moment-là, c'est pas un moment où je vais aller prendre mon téléphone portable pour regarder ce qu'il y a. Est-ce que j'ai reçu un message ou est-ce que j'ai pas reçu un message? C'est un moment qui leur est réservé. C'est un moment où on doit échanger. Le moment du repas du soir, par exemple, le moment du repas de Shabbat, ce sont des moments où on doit être capable de pouvoir échanger avec les enfants et de créer une relation qui va créer la même hormone qu'on a citée tout à l'heure et ça va créer un nouveau lien avec les enfants. On ne peut pas uniquement mettre des filtres, on ne peut pas uniquement travailler avec le sourd Mera, on est obligé aussi de faire intervenir la CETOV, de créer, de changer notre structure familiale et de s'assurer que l'enfant, il sait qu'à des moments, moi aussi en tant que parent, je sais prendre mon téléphone portable, le mettre dans une boîte ou de le ranger. J'ai pas à l'avoir à côté de moi quand je vais dormir, de la même manière que je demande à mon enfant de ne pas l'avoir à côté de lui quand il va dormir, de ne pas l'avoir pendant le repas, de la même manière que je ne veux pas que mon enfant il est pendant le repas. Et donc de créer ces moments-là privilégiés où l'enfant, d'un côté, il va voir qu'il est confronté, et je suis confronté aux mêmes enjeux, aux mêmes challenges, et en même temps, les solutions que je m'applique à moi, c'est ce que je lui demande d'appliquer. Et parfois, la Dougma Chaya, et même tout le temps, la Dougma Chaya, il n'y a pas mieux que ça. I personally believe that boys up until 8th grade, whether they are in a Fruma school, whether they are in a Hasidic school, a Lubavitch school or not, really shouldn't have a smartphone, and for sure should not have an unfiltered smartphone. Giving a child an unfiltered smartphone or having them access to a computer which is unfiltered, which doesn't have a filter on it, is like giving a child a gun. And it's like saying to a child, here, take this gun and don't shoot it, don't point it at anybody, or don't kill yourself. You would never do that. Even if your neighbor does it, you wouldn't do it. This is exactly what we're doing. Another example I would say is if you give a child in school, think of a book, first 100 pages of Gemara or Chassidus, and the next 100 pages are Shmutz. And you give the kid the book and you say to him, here, take this book, but only open the first 100 pages. Don't open the other 100 pages. He's a curious kid. He's going to open it up. That's what we're doing with a smartphone. So children do not need a smartphone until they're past 8th grade. If your child is going into yeshiva, if your child is in a Lubavitch institution, in a Fruma institution, why do they need a smartphone after that either? What's wrong with a flip phone? Let them have a flip phone to use. When they are older, when they're 18, 19, when you start losing control, they've got to make their own choices. You'll have to deal with it then. That's something which you may not be able to stop. You'll make a pact with them. The pact will be, we will pay for your smartphone, but you know what? If we're going to pay for it, we want you to have a filter of some kind on it. It's true. You may not be able to enforce it, but nevertheless, they'll see responsibility. And if they see that you're doing that, they will agree with you. I also understand it's hard to take away something from your children. And if your children already have it, it may be hard for you to take away. I'm not suggesting that we are going to solve this problem with kids who already have smartphones. But the more we can push it off, the later, if it's one day, if it's 1 year, 2 years, 3 years, whatever we can achieve, what we are saving our children's lives. And so, like I said, I do not know what kind of filters work in France, but I'm sure
that there are filters in France. Please put filters on all your devices, not only on your child's phone, if he's got one, but put them on your own smartphone. How many boys tell me and girls tell me that they find their parents' phones in the middle of the night and they go on them and they find devices in the home? Please put filters on them. And I'm going to say something even more important. You who are in administration, in the Hanhola of the schools, if you have computers, please put filters on those computers so that the adults don't have to struggle with this, so that the adults don't have to make a decision. Please do not feel like, well, they're adults, they can make this decision on their own. We can't. They can't. It is too tempting for some of us. If there's a computer there, there must be, just like you will separate men and women in shul, and at a chasana and a wedding, you'll separate men and women. It's the same Hilchas Yichud. If you're an administrator, if you're running a moisid, make sure that the computers have a filter on them or they are in a public place so that anybody can walk by and see. If you've got a computer at home, make sure the computer is a public place. Let your children see that a computer is something which happens in public, doesn't happen in private. So let's go back to some of the most basic things you can do. Your own computer habits. Put a computer in a public place. Let your children see that you stop using your computer or your smartphone at a certain time of night. Make sure you leave your smartphones at home when you go to shul and things like that, or if you need them, explain to them what's going on. Let them see that you have some control over it, or all you'll be teaching them is that because you're a child, you can't have it. When you're an adult, you get to have it. Let them see this. Talk to them. We're in a generation where they have to understand what's happening to their bodies. They have to understand how they're developing and they're maturing. They have to understand what this Yetzer Hara they have is, because if we don't talk about it to them, they'll find it in other places. We can't just say it's bad. They need to understand what's going on. The other thing we need to deal with is mastery. If a child doesn't feel masterful, if a child doesn't feel capable, that's when they are more susceptible and more likely to go to these things. Children can feel mastery by being academic, seeing academic success, or sports. They're good at baseball, whatever you play in France. I don't know what it's called. I'm assuming it's something like baseball, basketball, soccer, whatever it is. Children need an opportunity where they can succeed in something. If they can't succeed in that, we need to develop the ability for art. Not everybody's going to succeed in the classroom. But if they've got an opportunity somewhere, whether they can sing, teach singing lessons, music lessons, exercise, dance, different things for boys and girls, give them opportunities, something to do. Unfortunately, one of the things we do in our schools is we make these projects, especially in the younger ages and even in the Masifta years, we make projects for these children that take over not only the time of Seder, but not only the time of class, but even outside of class. And we think if we keep them busy, they won't get into trouble. Unfortunately, that's not what happens. But what happens is, as intensely as they work on the obligations, that's as intensely as they go with the other direction. We have to give our children the opportunity to have a little bit of recreation, a little bit of self-care, a little bit of areas where they can excel, where they can feel good, so they don't have to run to this extreme form of entertainment all the time. What does your child do which they like? Talk to your child, find out, give them a hobby, give them something to do. The more they have, in the beginning, they won't be happy. There's a study done in the United States, and they found out that children today spend less time outdoors than prisoners spend in a maximum security prison. Why should they go outside when they've got something so entertaining in the house? We need to provide and start to say no. We are afraid. We have this idea that if we take this away from them, we're going to harm our children. We are not. The least we can do is say, you can have it for a couple of hours a day, between this hour and between this hour.
But after that and before that, no. We are allowed to say no to our children. Yes, it is tough. Parenting is tough. Talk to friends. Talk to other people who are doing this, who are raising the children without a smartphone, or who are restricting the smartphone, or have set up good boundaries with the children. Find out how they're doing it. Go ahead. Excusez-moi. Après avoir parlé, hein? Would you need me to repeat something? Non, it's okay. I took some notes. So. Il dit, il faut juste imaginer qu'on est en train de donner en cadeau à un enfant un pistolet et on lui dit s'il te plaît, voilà, je te le donne, mais surtout tu vises personne. On est en train de prendre un livre de 150 pages sur lequel c'est des pages de Gdusha et ensuite il y a 150 pages de bêtises. Et vous allez lui dire les 150 premières pages tu vas les lire, mais les 150 suivantes tu touches pas. La probabilité que l'enfant ne touche pas, elle est quasi nulle. La probabilité que l'enfant ne vise pas, c'est quasi nul. Il dit donner une arme à un enfant, donner un téléphone portable à un enfant, c'est lui mettre une arme entre ses mains. C'est pas shoot, pikour, nefesh. On le met en danger. Lui et probablement l'environnement qui va autour de lui après. Parce qu'il sera probablement pas le seul. Donc il faut donner des solutions. Quelles solutions on peut donner? D'abord, la première chose à faire, c'est pas uniquement de mettre un filtre à la maison et un filtre sur le téléphone portable de l'enfant, mais c'est aussi de savoir, comme il l'a dit précédemment, d'avoir un filtre aussi sur notre téléphone portable. Parce que si on pense que l'enfant, en lui retirant son portable ou en lui mettant un filtre, il va plus avoir accès, sachez qu'il va aller chercher l'accès ailleurs. Et si vous allez dormir, il va avoir votre portable, il ira chercher. S'il y a un ordinateur qui est mis dans une chambre, l'enfant il va aller voir. Alors que si vous mettez l'ordinateur dans un lieu qui est public, l'enfant il ne pourra pas voir. Il faut appliquer les règles de Yichud dans le Shulchan Aruch, les règles de surveillance de l'accès à Internet, de la même manière qu'on applique les règles de Yichud dans des lieux publics, que n'importe quelle personne pourrait voir à ce moment-là, que ce soit sur surveillance, pas n'importe quel moment, pas n'importe où. Il faut mettre des filtres. Il faut montrer aux enfants qu'on sait le poser nous aussi. C'est pas grave lorsqu'on va à la choute de laisser poser à la maison. Au moins l'enfant il voit que c'est pas notre priorité et la seule chose qu'on a envie. Et la plupart du temps, dès qu'on sort, si on oublie le téléphone portable, on retourne à la maison pour le récupérer. Peut-être que t'as pas besoin pour les 2 heures qui arrivent. Je prends un exemple qu'il a pas dit. Mais le nombre de fois qu'on peut regarder notre téléphone portable pour voir si on a reçu un message, ça va être 10 fois dans la journée, 15 fois dans la journée, 20 fois dans la journée. Il y a combien de fois on descendait avant la boîte aux lettres? 10 fois dans la journée? Non. À l'heure où le facteur y passe. Donc ce qu'on arrivait avant à gagner avec le temps, on doit être en mesure aujourd'hui de pouvoir faire la même chose. Et de dire, ben, c'est pas urgent. On m'a envoyé un message, je le lirai quand j'aurai le temps. Et parfois même les enfants ils vont dire, le téléphone il sonne. Ben qui sonne? Là maintenant je suis avec toi. Donc de montrer à l'enfant que la priorité c'est d'abord lui. Et que le téléphone c'est qu'un outil. Et c'est qu'un outil de travail. Et parfois j'ai besoin de le prendre. Alors parfois il faut expliquer pourquoi on le prend. Mais l'enfant il doit savoir que nous-mêmes on n'est pas addicts à ça. Parce qu'ils connaissent nos failles. Les enfants savent détecter en nous qu'est-ce qui va pas. On a affaire à une génération qui est particulière, qui a des enjeux qui sont a priori terribles. Mais c'est certain que si on a des enjeux terribles et on écoute ce que le Rabbi nous dit, on a aussi les moyens de pouvoir lutter contre ces enjeux. En fait, on est dans une génération où ce qui nous paraît aujourd'hui comme des difficultés, ce sont des opportunités. C'est l'opportunité de recréer une cellule familiale. C'est l'opportunité de rediscuter avec nos enfants. C'est l'opportunité de remplacer des choses sur lesquelles on avait démissionné, on avait trouvé les moyens de dire bon, tant que le gosse il est pas à l'extérieur de la maison, c'est pas grave. Il faut savoir qu'aujourd'hui vous prenez un prisonnier, il a un temps de liberté en prison où il peut aller dans la cour de récréation pendant un certain temps. Un enfant dans une maison aujourd'hui, à cause des smartphones, il reste plus dans sa chambre ou dans sa maison que sortir à l'extérieur. L'enfant n'apprend plus à faire du vélo pour sortir en sortant dehors. Aujourd'hui, on doit redonner envie aux enfants d'avoir des opportunités de réussite, de les mettre en situation de réussite, de leur recréer un environnement et un univers où ils peuvent exceller. Souvent, les parents ne savent même pas détecter en quoi leur enfant il est bon ou qu'est-ce qu'il pourrait avoir envie. Ça pourrait être du sport, ça pourrait être de la danse, ça pourrait être de l'écriture, ça pourrait être du dessin, ça pourrait être du vélo, ça pourrait être de la course, ça pourrait être n'importe quoi. On n'a pas le choix que de chercher chez nos enfants qu'est-ce qu'ils apprécient, qu'est-ce qu'ils aiment, et comment remettre ça en valeur. Et petit à petit, on va leur redonner
l'envie de faire quelque chose. Au début, ça va pas être facile. Au début, ça sera pas agréable. Mais petit à petit, eh ben, les enfants vont de nouveau se rediriger vers des envies qu'ils pourraient avoir et qu'ils ont même oublié qu'ils avaient envie de ça avant. Ou parfois même commencer à développer un désir vers des choses sur lesquelles, au lieu de s'enfermer dans leur arba hamot avec un téléphone portable et dans un univers virtuel, les remettre en situation. Ça pourrait être se balader dans les forêts. Il y a 50 exemples qui peuvent sortir. Il pourrait faire une liste entière. En fait, je pense que nous tous, en tant que parents, on est capable d'avoir un petit peu d'imagination et au pire des cas, on peut toujours s'adresser à des gens. Il y a des gens autour de nous qui n'ont pas mis téléphone portable entre les mains de leurs enfants. Il dit mettre un téléphone entre les mains d'un enfant avant l'âge de 18 ans, c'est extrêmement dangereux. À partir de 18 ans, on peut le faire, mais lui dire qu'il faut qu'il y ait des règles. Et éventuellement mettre des filtres. Alors, 8th grade, je sais pas c'est quel âge, ça fait quel âge ça fait qui t'arrête. Il dit avant ça, c'est pas juste une théorie. Faut aller plus loin. Il dit l'idéal, c'est 18 ans. Tu peux gagner encore une semaine, gratte une semaine, un mois, gratte un mois, un an, gratte un an, une heure, gratte une heure. Mais tout ce que tu peux essayer d'avoir pour que ton enfant ne soit pas confronté à cet univers-là, évite de le faire. I am noticing the time, so I think it's time to take questions and give answers from the audience. I can't read French, so if you can pass on some questions, if anybody has any questions, I'd gladly answer those questions which are reasonable and apply to everybody. Il invite les personnes présentes à poser leurs questions. S'il y a des questions, il essaiera de répondre aux questions posées. Pour les questions, si on peut les écrire sur le chat et que vous puissiez les lire. Okay. Parce que si on va aller tous les micros, ça va être un balagan. Okay, we have to write the question and we'll translate. Okay. Il y a des questions? One of the questions, how to behave with people who are 35 years old. Who are what? Who are adult, 35 years old. That's a very good question. And we're talking about married people or single people? C'est une personne mariée de 35 ans ou on parle de célibataire? Single. Someone asking, what's your experience with the technology? What's my we on another question now? No, but for the 35 years old, someone who's not married. It is a problem when somebody's 25-year-old and not married. Usually, if they're using the cell phone and they're adults, you can talk to them about it. You can have a conversation with them about the things we've talked about tonight, why it's so unhealthy. But usually, if that's going on to an extent that it's interfering with their life, I have found that usually there's something else going on. There may be some depression going on. If you talk about a 25-year-old and he's using his phone and it's excessive, there's often not much you can do unless it's considered a real problem. And then you have to convince him that this is an addiction and this is eating up his life. I don't have much success with 25-year-olds who don't come to my office. I only have success with 25-year-olds who show up at my office, who want to change it, or a parent who convinces the 25-year-old son, listen, it seems like you're not doing very well. Maybe you talk to somebody and get some help. Then when I speak to them and help them understand what's going on, because often 25-year-olds themselves don't understand why they're driven and why they're doing what they're doing. And when they start to understand what's going on and why they're doing what they're doing, and they don't feel successful or they don't feel connected and that this isn't a real relationship, often they themselves are willing to let go.
So you can't just tell somebody to give up the phone. You've got to ask them what's bothering you, what's going on. Bon, il a amené plusieurs points concernant la personne de 35 ans. Il dit généralement, mon expérience, ce sont des gens de 35 ans qui viennent chez moi. Enfin, il a dit 25 ans, hein, c'était plus jeune. Il dit généralement, quand quelqu'un, j'arrive à résoudre, on peut essayer de résoudre des problèmes de gens qui viennent me voir, pas des gens qui viennent pas me voir. Euh, il y a souvent des problèmes de dépression, donc les gens ils trouvent un refuge avec ça. Mais c'est évident qu'il faut avoir des conversations avec eux et leur faire prendre conscience de l'importance ou de la gravité que d'utiliser ou à excès, à outrance le smartphone. Uh, you have some question in English? Yeah, I saw the question in English, so I will respond to it. When do you know that the problem is big enough to go to a psychologist? Well, for example, if you're working with Bochrim and you're working with girls, and when they come home, they go on your computer and you find out they've been looking at things which may be inappropriate, or they're using it excessively, and then they go back to yeshiva and they don't have a problem, it's probably something you need to talk to them about and say, listen, what's going on? Do you want some help? Do you want to talk about this? Not to blame them, not to accuse, but say, is everything okay? What's going on? That's typical behavior. And maybe what you need to do is be more careful that when they come home, the computers are filtered. But if you see somebody who's struggling with something again and again and again, and they themselves decide, or you see that they're struggling with in a way that it's taking up too much of their time, and they've tried 4 or 5 times to stop, but the pattern is they're just not able to stop, it's time for them to speak to somebody. Because that means they are trying to stop, but they're just too caught up and they can't stop themselves. This is what the Alter Rebbe says in Tanya. He says, Rishoim b'shus libam. We are not Rishoim, but these devices are Rishoim. And these devices, we are b'shus libam. In other words, we do not have the power ourselves. We have lost the bechira. When somebody has really lost the choice, that's the time for them to talk to somebody. Maybe it's a mashpia who can help them. Maybe you can set up a plan to give them an incentive. And if those things don't work and you see it's just not working, it's time for them to talk to somebody. There's something else going on which needs to be addressed. Pour répondre à la question qui a été posée en anglais, que je regarde de nouveau la question. Quand l'addiction elle est trop importante, est-ce qu'il y a besoin de voir un psychologue? Donc il a dit, parfois on peut juste parler avec la personne, mais souvent on va se rendre compte que la personne elle est déjà trop dépendante de l'outil, et donc finalement on va voir qu'on n'a pas suffisamment d'impact. Alors il y a d'autres choses qui sont cachées derrière ça. C'est quand la vie elle était prise par le portable, ou en tout cas par cette addiction-là. Il y a besoin de parler avec quelqu'un. Parfois un mashpia peut suffire, parfois il faut aller plus loin, mais ça doit être aussi une démarche qui doit venir d'eux-mêmes et les encourager à avoir cette démarche-là. Someone asking, she has 5 children, 4 of them are big or smartphone, and the fifth one is bored, so he want to use a smartphone too. Yeah, he wants to. What you should answer to the little one? I think that's a very realistic issue. First of all, I think it's appropriate to tell the older children that they should use a smartphone in a discreet, in a careful way. They also have to set some limits that they can't use it at the dining room table whenever they want to. Let them use it in their bedroom or something like that. And the younger child, you tell them a smartphone is, in our house, it's like a license. When you're a certain age, that's when you'll be given a smartphone. When you get older, and you can make your own choices. Unfortunately, there's nothing you can do this, but children know that there are limits. There are limits on when they can drive a car, when they can buy a gun, when they can buy alcohol. And why should a smartphone be any different in that house? Dans la famille où il y a 5 enfants, une fratrie de 5 enfants, et le petit dernier il s'ennuie, il dit d'abord il faut lui expliquer que il y a un âge pour chaque chose, et que lui il n'a pas l'âge donc il n'a pas à avoir, de la même manière qu'il n'irait pas acheter de l'alcool ou une arme ou n'importe quoi. Et ça n'empêche pas qu'il faut aussi parler avec les grands frères et sœurs d'être un modèle à la maison et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et quand on est à table, par respect pour le petit frère, pour ne pas mettre en cause, en péril l'éducation du petit dernier, ils doivent aussi être vigilants et ne pas rentrer forcément en conversation avec le petit en lui disant, en ne réagissant pas, il faut lui expliquer qu'il y a un âge pour chaque chose. Et encore une fois, il y a deux côtés. Il y a dire à l'enfant de ce qu'il ne faut pas faire et parler aux autres de qu'est-ce qu'ils doivent faire eux. Il y avait un There was a question asked in English, which is very important, that kids in the classroom have smartphones and other kids have smartphones and other kids don't. And they feel bad because they don't have them. That's a very good point.
And the truth of the matter is that's something which has to be addressed on a school-wide level. Here in America, there's a program called MUST, M-U-S-T. Just yesterday, I was in New York and I spoke at a keynote address, exactly the same things I'm talking to you today. This is a group of mothers who are getting together and they are creating pacts, which is agreements, signed agreements that mothers and children are getting together, signing on the dotted line. We are not going to have a smartphone, or we are going to put restrictions on the smartphone. And they're rewarding the children with trips, with activities, with other things to create an environment just to counterattack this, so that kids in the class are actually proud that they don't have a smartphone. And it's true. You're not going to be able to solve this one kid at a time. But maybe it would be a good idea to get in touch with her. Her name is Chani Morozov. Chani Morozov is a woman who ran this. I was amazed. I thought this was a crazy program. I thought this was a program of women who just wanted to get smartphones out of people's hands and were being extreme. But they are very thoughtful. They have a wonderful system and approach and how they're doing this and implementing it in a way, in a step-by-step fashion. If some parents want just to do a little piece of it, other parents want to do the whole thing, no smartphones and things like that. Get in touch with them, have them or create something like that in your school where parents get together and they create these packs, they create these clubs of children who have things to do. Remember, you can't just take away the smartphone from the kids. You got to give them something else. There's a trip for those kids who don't have smartphones. There's a party for kids who don't have smartphones, so that other kids want to be part of that and they want to be part of the group. Pour répondre à la question de comment faire quand on a notre seul enfant, notre enfant c'est le seul qui n'a pas de téléphone portable. Il a dit qu'hier il a fait une conférence, je crois que c'était à New York, et il expliquait qu'il a rencontré un groupe de parents qui ont décidé ensemble de signer une charte, et sur cette charte-là ils s'engageaient à ce que leurs enfants n'aient pas de portable. Et en échange, ils s'engageaient à créer des voyages, des sorties pour leurs enfants. Et finalement, au lieu de les priver de quelque chose, ils leur ont donné la fierté d'autre chose. Ils ont remplacé un désir par un autre désir, c'est-à-dire l'envie d'être dépendant de cet outil-là, et ils ont donné un autre moyen aux enfants d'avoir une fierté que de ne pas ressembler à tous les autres, que d'être un peu différent. Je ne sais pas si je peux ajouter, mais nos enfants, toute notre vie, ils vivent dans un environnement qui n'est pas le leur. Et toute notre vie, on leur explique que quand on va dans un magasin comme Auchan, et bon, on n'achète pas n'importe quel bonbon, et ils posent pas la question pourquoi ils pourraient pas. Je pense que c'est parce que ce sont des choses qu'on ne parle pas seulement, mais qu'on vit vraiment à la maison, et qu'on va pas voir le père ou la mère en acheter. Il y a beaucoup de sujets comme ça sur lesquels, à la maison, on n'a pas besoin de faire du chinour. Les choses sont ancrées parce que le modèle de famille, il est autour de ça. La vie juive et la vie de Chassidim, en plus, elle vit autour de ça. Et se retrouver aujourd'hui avec ces sujets-là, c'est vraiment une prise de conscience. En même temps, je réponds à quelqu'un qui dit comment faire, et je vais poser la question au Rav. Euh, Somebody is asking how to convince her husband not to bring the cell phone in the room, in their own room. That is a very good question. How to convince a husband. I will just give you the translation. Il va répondre à la question comment convaincre son mari de ne pas amener le téléphone dans la chambre à coucher. How to convince a husband. That's a tough one. I think there's bigger issues in that relationship than that. That's a very good question, and that's a question I get all the time. Sometimes it's the husband, and sometimes it's the wife that on the phone too much, and sometimes it's a symbol of something bigger. That's a hard one to answer, how to convince. The answer is that they've got to work on the relationship in general. And when they work on the relationship in general, are they there for each other? Is the husband overworking? Is the wife overworking? Are they available for each other in other ways? Is this the only way which he has a chance to rest? Maybe give him some time. Sometimes
we work so hard and we have so many expectations from each other. And by the way, I'm not blaming this woman at all. I think this woman is a very good question and it's a very big problem. But what sometimes happens is we say to our, we say, you shouldn't bring it into the room. But the bigger question is, back up a minute. How hard is this person working? Does this person have downtime before they come into the bedroom? Maybe what needs to be figured out is that this person needs 45 minutes just to relax before they come into the bedroom. So that way you can say, listen, you want to use your phone, use it, but don't bring it into the room. But when somebody comes home, both a man and a woman come home, there needs to be there needs to be some downtime. If there's no downtime, then the minute he has a chance to relax, that's what he's going to do. He's going to go to his phone. So the discussion has to be not just about not bringing in the smartphone into the room, but is it how do we relax? How do we get relief from our day? That's a different question altogether. And then you can talk about how the smartphone feels like it feels like I'm being ignored. The smartphone is more important than me. But if you don't address the stress, then this problem won't go away. Y a une partie sur laquelle il dit cette question elle est difficile à répondre parce que tout dépend du contexte et du comment et du pourquoi. Mais la question il faut peut-être se la poser un peu différemment, à savoir comment on en arrive là. Qu'est-ce qui fait que pour pouvoir se détendre, ou qu'elle fait pour pouvoir se détendre, c'est pas qu'une question qui s'applique aux hommes et aux femmes aussi, que pour pouvoir se détendre il a besoin de prendre son téléphone portable. Est-ce qu'à la maison on n'est pas en mesure de créer une autre forme d'environnement? Pourquoi j'ai l'impression finalement que son téléphone portable est plus important que ma personne? Et donc, c'est des conversations qu'on est supposé avoir et peut-être même définir un temps pour pouvoir, si ça c'est une manière de s'évader, il peut y avoir ce moment de s'évader, mais peut-être mettre la condition pas dans la chambre, ou en tout cas pas à ce moment-là. Donc de définir des temps et surtout essayer de comprendre le pourquoi on en est là. Ça peut être du fait de beaucoup de travail et peut-être d'autres raisons encore. C'est un sujet sur lequel il faut vraiment discuter et comprendre que c'est pas uniquement enlever le portable, c'est qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec les enfants, c'est pas uniquement de priver quelqu'un de son téléphone portable ou de le faire entrer ici, c'est de quelle manière on va pouvoir combler ce moment là où la personne pense que il est en train de s'évader. En fait, il y a peut-être d'autres moyens de le faire et c'est là-dessus qu'il faut en parler. Pour la plupart we don't have much time left. We only got another few minutes, so I want to wrap up. So one of the questions was how much time should a child watch videos? It's important to understand that even watching a screen, even watching a video of the Rebbe, even in watching Chassidish videos and kosher videos also becomes a problem because it stimulates a child's brain and this causes long-term damage. We see that a lot of kids we see a syndrome called pseudo ADHD. And what this means is because kids are watching things which are constantly lights and energy and stimulation, which is so much more than real life, these kids become stimulated and they can't sit still. In the United States, they recommend that children should not watch, up to the age of 5, should not watch more than 1 hour a day. And children up to the age of high school should not watch more than 2 hours a day. I'm talking about kosher videos. They should not watch more than 1 hour a day. We have to move away. What's important to understand is even if a person is watching a TV screen or watching a screen and you're watching fish going across the screen, your brain is being stimulated much more than if you were looking at real fish. And that's because the screen is constantly being refreshed a few times a second. We do not see it because we're focusing on the person or we're focusing on the image on the screen. We're not focusing on the screen itself. But for example, if you take a video of the computer screen, you will notice that there is a refresh. There's a line going through the screen quickly. That's what your brain sees all the time, and your brain becomes stimulated. And what that does is it causes hyperstimulation. Person is not able to go to sleep for about 30 to 45 minutes after they've watched an hour on a screen because their brain is too stimulated. And that's what's happening to the children. They're not getting enough sleep because their brain is so hyperstimulated. 1 hour up to the age of, I think it's 8, and after the age of 8, possibly going up to 2 hours. More than that, they say, is already considered unhealthy. Teenagers is a different story, but those are the recommendations which are given from medical doctors.
And at the end, I want to thank you for being part of this, for inviting me to being part of this. I will give my information to, if you want my information, my phone number is 612-998-5669. Obviously, that's an American number. My email address is, and that's, by the way, my phone number and my WhatsApp number. My email address is drshagalow@gmail.com. That is drshagalow@gmail.com. Please remember that my time is my parnasa, it's my livelihood. If you have a quick question, I'd gladly answer it. If your question is a lengthy question, it's a better idea to book an appointment and we can talk properly. I cannot answer long answers. We're not be able to do that. I'm just absolutely too busy if it's not with an appointment. But if somebody's got a quick question, I'd gladly answer it if I can. I just want to say thank you to you. Is it Mendy? Mendy. Yashukayach. I really appreciate what you did. Is an amazing job. And thank you for that. Call to all the best. Je donne dernière information qu'il a donnée. Il a dit son numéro de téléphone, il est accessible. Chacun peut appeler s'il y a des petites questions rapides. S'il y a des questions qui sont plus importantes, faut pas oublier que ça parle à ça, c'est son temps. Donc prendre un rendez-vous avec lui, ce fera un plaisir de répondre aux questions de chacun. Encore une fois, un grand remerciement beaucoup d'Atzlacha au Misrad. Merci pour cette conférence. Et que ça soit les toilettes de l'éducation de nos enfants. Atzlacha Rabba, bonne soirée.